Bienvenue dans ces highlights de la soirée de National League, la dernière avant la pause de Noël. On est toujours sur le plateau avec Jérôme Bonnet, Alain Miéville et Stéphane Rochette. 4 matchs ce soir. On va commencer par celui que Lausanne a disputé au Tessin face au HC Lugano de Chris Maxorley. Lausanne qui voulait absolument terminer sur une bonne note, une bonne note après une défaite à Rapperswil, une défaite à domicile. Eh bien, ça a mal commencé pour les Lausannois puisque Bertagia, qui jouait son 500e match de National League, a ouvert le score à la 24e minute. La passe de Fadini est tendue à travers la glace. Là, le défenseur le joue un peu bizarrement. Là, il est un petit peu en retard. C'est Glauser, je pensais qu'il a joué ce... Non, c'est Elner. Mais bon, le finish, là, Alain, on ne peut rien lui reprocher à Bertagia. Non, c'est un magnifique finish. Exactement. Sur le 1-1, c'est Fuchs qui s'est mis en évidence en battant Schlegel côté rapproché. Un angle à peine trop ouvert que l'ancien Biennois arrive à parfaitement utiliser sur un 3 contre 2 bien maîtrisé. Oui, c'est une belle contre-attaque de Lausanne, le shoot qui est là où il faut être. Et puis, j'aurais espéré pour Lausanne qu'il puisse passer la deuxième et marquer un peu plus de goals, mais ça n'a pas été le cas. Oui, malheureusement, malgré la présence d'un Père Noël, il n'y a pas eu trop de cadeaux fait par Lugano, puisque 4 minutes seulement après le but de Fuchs, c'est le Canadien Daniel Carr en powerplay qui va trouver un trou de souris pour loger le puck. Jérôme, ça, c'est du grand art. Là, c'est du grand art. Daniel Carr, il est absolument extraordinaire, ce joueur. Il trouve toujours une façon de le mettre au fond et il le prouve encore là, sur cette action. La Kruger, je ne sais pas comment. Kruger, il doit descendre un genou sur la glace. Regardez, il fonce sur lui, puis il va à moitié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, il ne s'attend peut-être pas forcément à un shoot, parce que c'est pas très ouvert quand même. Non, c'est vrai. Puis on va voir ensuite le 3-1 inscrit une nouvelle fois par Bertagia, un doublé pour un 500e match en National League. Jérôme, c'est pas mal, hein? Oui, et les deux sont très beaux. Le premier où il se joue du défenseur, celui-là où il a vraiment le temps de le préparer, il le met exactement où il faut. Il a changé sa tactique. Je pense que Baltzar avait l'air de s'attendre à un tir haut, high glove, et puis il l'a mis low blocker. Et il a bien vendu son truc. Mais bon, il avait du temps, de l'espace. Comme Gilles Montandon, s'il nous écoute, il doit être content. Il a fixé le gardien, pris son temps et l'a mis juste là où il fallait. Oui, c'est juste. Et puis pour mémoire, Bertagia, il jouera dans l'uniforme genevois la saison prochaine. Vous en pensez quoi de ce transfert, Jérôme? Écoute, excellente question. Oui, c'est un bon joueur, Bertagia. Ça, c'est pas non plus une fine gâchette du championnat. Sa meilleure saison en carrière, c'est 27 points. Voilà. C'est un gars de 20 points par année. Mais on sait que Gauchi voulait vraiment le ramener à Genève. Je ne le connais pas personnellement, peut-être que dans le vestiaire, il apporte énormément aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont l'air assez contents de d'avoir mis la main dessus. Ouais, et puis Lugano s'est pas arrêté là, malheureusement pour Lausanne, puisque Daniel Carr, encore lui, va réussir à lui aussi inscrire un doublé, cette fois sur une passe d'Alatalo, arrivé à l'intersaison de Zug. Carr qui se faufile entre les défenseurs lausannois et qui peut concrétiser en battant Boltzhauser, Alain. Oui, là, ce qui me dérange sur les goals de sort, c'est les erreurs défensives de Lausanne. Ça a l'air beaucoup trop facile pour les Lugano de marquer un goal. Quand on sait qu'on a de la peine à marquer des goals, c'est là où vraiment on devrait faire un job pour pas prendre beaucoup de buts, mais il y a beaucoup trop d'erreurs. Et Alatalo, on va le retrouver sur le 5-1. C'est lui qui va marquer. C'est vraiment un plus, Stéphane, l'arrivée d'Alatalo dans la défense. Oui, c'est bon, il fait sa saison, le garçon. Honnêtement, en début de saison, il était comme l'équipe un petit peu en dents de scie, mais là, maintenant, ça reste quand même un joueur très bon offensivement. On l'a vu, là, il a suivi. Il y a un délai à l'entrée de zone, il suit la deuxième vague. Et lorsqu'Alatalo, un joueur peut rentrer. Encore une fois, il y a du temps et de l'espace. Il peut rentrer jusqu'au top du cercle sans être trop inquiété, allumer un pétard côté rapproché du côté du bloqueur. Et là, il y a le joueur de Lugano qui dérange le gardien, Boltzhauser. Mais Boltzhauser est au-delà de son demi-cercle. Et puis sa canne est devant, donc c'est un contact accidentel en dehors du demi-cercle. Donc pour ceux qui pensent qu'il aurait pu avoir obstruction. Si ça arrive dans le demi-cercle, là, il n'y a pas de but à mon avis. Mais là, quand ça arrive en dehors du demi-cercle, c'est le Boltzhauser qui provoque un peu ce contact-là en challengeant le tir. Donc le joueur de Lugano a fait un bon job.
Ouais. Et puis à la Talo qui sera aussi peut-être dans les bons papiers de Patrick Fischer pour le mois de février, oui. pour les Jeux Olympiques. À voir puisqu'il a la nationalité suisse. On va écouter une réaction au terme de cette partie entre Lugano et Lausanne. Il s'agit de l'attaquant lausannois Damien Ria. Damien Ria, une 3e défaite de suite en cette fin d'année. Comment est-ce que vous expliquez ce match à Lugano? Quoi dire, on marque pas, donc c'est difficile de gagner des matchs. À la fin, on va pas se cacher. Les leaders, on doit mettre des buts. Et moi, personnellement, je le dis, je vais pas le cacher. Je suis capable de mieux offensivement et on doit faire l'effort pour mettre ses goals et faire gagner l'équipe. Vous le dites, c'est une prise de conscience à faire. Les prochains jours de congé après les fêtes, ça va être l'occasion de faire ça, de se remettre en question pour arriver en 2022 plus fort. Tout à fait, je pense qu'on va recharger les batteries maintenant et puis changer un peu d'esprit, recharger les batteries et puis revenir et travailler fort pour revenir dans cette deuxième partie de saison. Merci Damien, bon retour et bonne fête. Merci. Voilà, c'était pour la réaction de Damien Ria après cette défaite à Lugano. Les vacances vont faire du bien du côté de la Vaudoise Arena. On va parler maintenant de notre match studio entre Zug et Genève Servette. Un match studio qui a commencé par l'ouverture de la marque de Daniel Winnick. Mais avant ça, on rappelle que Vatanen faisait son retour dans l'effectif Grenat qui comptait aussi un nouveau gardien, Dominique Niffler. Niffler qui est arrivé de Cloton jusqu'à la fin janvier. Dan Tangnes avait de nouveau fait confiance à Leonardo Giannoni dans le but, tout comme hier lors de la victoire zougoise à Davos. Et après 10 minutes, Winnick va ouvrir la marque. Lui qui restait sur un dernier match disputé le 9 décembre où il avait inscrit 3 points contre Zurich. Il fait feu de tout bois. C'est temps. Stéphane est là une nouvelle fois. C'est une des seules erreurs, une petite erreur de Zug au premier tiers là, qui était très actif pour réduire le temps et l'espace à Genève. Et là, on a pinché un peu agressivement. Il y a l'attaquant qui vient aider le défenseur. Et puis là, on a donné la ligne bleue un peu facilement, mais parce qu'on était un peu coincé. Et puis là, les deux joueurs se sont croisés. C'est difficile à défendre. Et puis Winnick, là, il avait le compas dans l'œil ce soir. C'est moins qu'on puisse dire. 14e minute, Genève est à 4 contre 5 puisque Bauer a été puni et Zug va en profiter. C'est le début de l'illustration de l'importance des supériorités numériques en hockey sur glace. Alain, là c'est un homme qui est de nouveau au bon endroit, au bon moment. C'est ça, Zug n'avait pas fait un bon powerplay jusqu'ici. Ils ont vu que ça arrivait à la fin du powerplay, ils ont mis le puck sur le goal intelligemment en essayant de tirer sur la glace et puis Müller il avait le rebond, plus qu'à mettre au fond. Et puis, on a l'impression, des fois, quand on se fait reprendre, on est à Zug, on mène, on se fait rejoindre et on va directement ensuite à la pause avec pas de but d'acquert, pas de but de retard. Jérôme, comment on réfléchit quand on joue contre une équipe comme Zug et qu'on maîtrise? Ouais, écoute, un score comme ça en fin de première période, c'est bon à prendre pour Genève. Et comme l'a dit Alain avant, c'est qu'ils étaient beaucoup plus frais, donc sur la durée, ça allait jouer en leur faveur. Il y a une chose qui a joué en leur faveur, en tout cas, c'est les supériorités numériques, puisque dans le deuxième tiers, il n'a fallu que 21 secondes sur une glace toute fraîchement nettoyée à Genève pour marquer le deuxième. Et une nouvelle fois, sur une superbe inspiration de Vatanen, c'est Winnick qui dévisse puck dans le haut du filet, passé Giannoni, Stéphane. L'exécution a été magnifique. Vous avez les joueurs de talent sur la glace, la passe de Tom Ernest, lumineuse comme d'habitude. Vatanen, le tir frappé. Fin de tir frappé, Winnick qui apparaît derrière la cage, il faut oublier un petit peu la déviation. Techniquement, la déviation, c'est très difficile, c'est un angle compliqué. Il va juste mettre sa canne sur la glace au bon moment pour la faire dévier. Elle monte dans le filet. Ça, les gars, techniquement. Et déjà, Winnick, la première passe qu'il fait sur Tom Ernest, c'est sublime. Entre les jambes, ça a ouvert. Tom Ernest a eu le temps de mettre ça complètement au milieu de la boîte. Page 3 du manuel. Page 3 du manuel. Ça, c'est la page 4. Voilà, j'allais dire, c'est la page suivante. On a tourné la page et puis on se retrouve avec le troisième but de Winnick, aussi en powerplay. Lui aussi, il était
Quand tout fonctionne, tout fonctionne. Hein. Il a la bonne place, il a le puck qui lui tombe dans la palette. C'est ça. Là, celui-là, il est un petit peu chanceux, honnêtement. Là. La déviation à gauche, à droite, puis finalement, finit sa canne de Winnick. C'était son soir à Winnick. Là. Il y a des soirs comme ça où tu dis que le puck apparaît toujours à la bonne place au bon moment. Et c'était surtout 2 buts en 3 minutes pour Genève. Et on pensait que Zug ensuite allait revenir. Ils sont revenus forts. Ils n'ont pas pris leurs occasions. Ils n'ont pas su concrétiser devant Niffler. Et ce qui arrive souvent dans ces situations-là, c'est qu'on encaisse le 4e but. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur une belle combinaison entre Smirnov et Vermin. Très beau travail préparatoire de Smirnov. Vermin qui se fait complètement oublier là au 2e poteau, qui a encore la lucidité d'avoir cette patience de faire bouger ce puck sur son back-end. Ouais, Cage ouverte. Comme on a dit, il y a beaucoup de joueurs là, qui auraient tapé en fermant les yeux le plus fort possible, en souhaitant qu'elle passe à travers le gardien. Il a laissé le gardien se compromettre. Puis Giannoni, une fois qu'il a été compromis, c'était dur de reprendre ses appuis. Tac, franchement, là. Vermin, on dit, il ne fait pas une grosse saison, là. Il prépare sa saison en Berne l'année prochaine, mais il a bien joué, honnêtement. Là. Il est encore en entraînement pour Berne, mais non, je suis méchant. Mais ça reste un bon joueur. Puis à l'origine de ce 2 contre 2, c'est lui à la sortie de la zone. Il a étendu les bras, il a fait la passe à Smirnov, il était contré. Non, ça reste un joueur de talent que j'aime beaucoup. Je rigole, mais j'aime beaucoup ce. Il connaît une saison difficile, mais c'est un excellent joueur de hockey. Et là, Genève a parfaitement joué aussi, su tirer avantage de l'erreur de Christian Joos, le Suédois. Et puis, il va y avoir un 5e but inscrit par Phil Poulin qui arrive à s'échapper et à aller battre Giannoni en duel. On parlait pendant le studio que les défenseurs, comment ils fermaient le gap. Et j'avais dit, on peut créer des fois quand on triche. Oui. Et c'est exactement ce qu'il a fait là. Oui. Et on a mis le puck dehors, il est parti tout seul, il a marqué. Oui, et puis c'est Giannoni au but, c'est pas le premier Pee-wee venu. Donc, on va dire que Phil Poulin non plus, hein, c'est pas le premier attaquant venu. Il a gagné une Coupe Stanley quand même. Avec qui? Les Red Wings. C'est juste, il a même marqué en finale. Exact. Et il a même marqué en finale. Et puis, on va finir encore de parler de ce match par 2 images. Une belle image, une superbe image, un arrêt de Giannoni en 2 temps. D'abord sur Vermin, et puis un réflexe hallucinant pour éviter que Josh Joris ne marque dans la cage vide, Jérôme. Oui, Giannoni qui a une super réaction. On peut le voir des deux côtés. Hein. Joris aurait pu le mettre peut-être un peu plus décalé à l'extérieur encore. Ça n'a pas été le cas. Il y avait le défenseur qui revenait avec sa canne assez rapidement. Peut-être qu'il a dû précipiter son geste. Mais ce qui n'enlève pas le save de Giannoni qui est absolument sublime. Effectivement exceptionnel. Et puis, on va voir aussi une image qui est un peu moins jolie, le genre de choses qu'on n'aimerait pas trop voir ou de moins en moins voir. C'est une charge de Bachhoffner dans le dos de Josh Joris. Ça se passe en toute fin de match. Vous allez voir, Joris est face à la bande, il ne voit pas arriver son adversaire et il se fait balancer la tête la première. Là. Stéphane, est-ce qu'on va... Alors là, il a été chassé pour le match, Bachhoffner. Est-ce qu'on risque de voir une suspension plus lourde que ce qu'il va prendre là? Je suis hésitant un peu parce que on voit que Joris est face à la bande, il titube un peu avec la rondelle, mais il sait que l'autre arrive parce qu'on le voit se tourner la tête. Regardez, là, il sait qu'il arrive, tac. Il pense probablement pas qu'il va le frapper, mais là, regardez, là, il sait qu'il arrive, là, il sait qu'il arrive, il lui présente son postérieur, il se penche en avant, vous l'avez vu, et puis là, mais Bachhoffner, il doit ralentir. Honnêtement, il doit le contenir. T'as vu tout son shift? Le premier, il sort le genou à la ligne bleue. Ouais. Après, il donne un slashing dans les mollets. Ouais. Puis après, il fait ça. Mais je trouve pas que c'est un attentat. Tu penses quoi, Jérôme? Joris, là-dessus, il récupère son puck, il est de côté à la base. Ouais. Et il a un mauvais contrôle. Ouais. Du coup, il va rechercher son puck en se tournant contre la bande. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la charge. Il sait qu'il arrive parce qu'il prend sa quittance puis il présente un peu... Si tu présentes tes fesses au gars, t'es plus difficile à contenir puis tu repousses le gars d'une certaine façon. Et Bachhoffner, il doit quand même ralentir un peu. Il n'y a pas la possibilité pour Bachhoffner d'aller avec sa crosse pour taper ce puck. Je pense qu'il ne voulait pas aller avec sa crosse. Non. Ouais. À 5-1 à la maison, tu perds 5-1 à la maison, tu ne veux pas faire ça. Bon, moi... Il y a une responsabilité de Joris. Je pense qu'ils en ont 5 plus McMatch pour charge barre dans le dos. C'est pas encore inscrit sur la feuille de match, là, j'ai regardé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est plus un boarding qu'une charge dans le dos. Parce qu'une charge dans le dos, c'est quand le joueur ne sait pas qu'il arrive. Puis je pense que Joris, il le sait, puis il contre-braque un peu. Après, c'est du détail. Charge par derrière. Charge par derrière. Voilà, c'est ce qui est noté. Suspension ou pas, les gars? Allez, prononcez-vous là. Moi, je pense pas.
Moi, je pense pas non plus. Ils ont mis match dessus. Je pense que c'était une bonne décision. OK. Pour la gestion du match aussi? Moi, j'irais pas au-delà. Il restait 2 minutes et demie pour la gestion du match. C'était pour calmer tout le monde. Dehors, puis ça évite bien des problèmes et tout. Il y a un peu de frustration. On sent qu'il y a probablement un peu de frustration. Il doit ralentir. 5 match, c'est une sanction. Moi, je trouve pas que c'est un assassinat non plus. Là. Non. Je sais pas. On va en rester là et puis on va retourner à la Bossart Arena pour écouter la réaction de l'entraîneur de Genève Servette, Yann Cadieux. Il répond aux questions de notre journaliste Jonathan Fillon. Yann Cadieux, magnifique victoire ce soir ici même à Zug. C'est pas un déplacement qui est facile, mais vous avez très bien joué. C'est votre 4e victoire de suite. J'imagine qu'après tout ce que vous avez vécu depuis le début de la saison, c'est une belle façon de terminer 2021. C'est sûr, c'est une belle façon et tout le mérite revient aux joueurs. Ils ont travaillé. Les 2 dernières semaines ont été compliquées. On a gagné 3 matchs, comme tu as dit, ça fait le 4e. Mais malheureusement, il y a eu cette pause. Maintenant, on a envie d'enchaîner et encore une fois, on retombe en pause. Alors mentalement, c'est un peu difficile, mais comme j'ai dit, tout le crédit va aux joueurs qui ont travaillé comme des fous. On a vu une équipe qui a fait preuve de beaucoup d'intensité, très agressive aussi, qui a bien fermé la ligne bleue. Est-ce que c'est un peu l'image que vous voulez donner à votre équipe? Est-ce que c'est maintenant le système, l'image de Genève Servette pour la fin de la saison? C'est clair, on a beaucoup travaillé à défendre notre ligne bleue. On veut donner moins d'espace et on veut moins jouer dans notre zone et créer plus de revirements dans la zone neutre. Et c'est ce qu'on a fait. Nos défenseurs ont beaucoup plus confiance en eux et ils le font aussi très bien. Et si on arrive à être compact comme ça, on a une bonne équipe rapide pour aller jouer de l'autre côté. Et c'est ce qu'on veut, c'est créer des revirements le plus rapidement possible. Merci beaucoup, félicitations et bonne fête. Merci. Yann Cadieux qui a de quoi être satisfait de cette fin d'année 2021 et il a raison. On va maintenant passer au match qui mettait aux prises les Ajoulés du HCA au Grison du HC Davos. Michael DeVos, Philippe Michael DeVos qui avait le casque jaune ce soir, tout comme Matej Stransky. Spoiler, un de ces 2 joueurs finira sa journée de travail un peu plus tôt que l'autre. On va le voir tout à l'heure. Schliemann est dans les buts côté Davosien, et le coach Ajulo, Chian, a probablement préparé quelque chose pour la réception de Davos. Et puis, dès la 8e minute, ça commence assez bien puisque Ajoie arrive à se créer une bonne occasion avec Guillaume Asselin qui ajuste le poteau d'Eschliman. Ouais, côté rapproché, Eschliman, il se retourne. Elle est dedans, c'est la même chose, elle est battue. Il a peut-être effleuré la rondelle. Et c'est finalement Davos qui va ouvrir le score grâce à Wellinger à 4 contre 4. On a parlé de petites erreurs défensives sur ce but-là, Alain. Exactement. Là, ils veulent continuer à jouer la zone comme ils font à 5 contre 5, mais quand on joue à 3 contre 3 ou 4 contre 4, c'est mieux de jouer homme sur homme. Et puis là, je pense que les défenseurs ont changé de côté et puis ils étaient un peu perdus, ce qui a permis à Wellinger de rentrer tout seul sur le gardien. Tu sais les gars, quand Wellinger a l'air d'un Romagnosi, c'est parce qu'il y a eu une erreur en défense. parce que là, honnêtement, il rate. Non, mais c'est vrai, c'est un joueur à des caractères défensifs. C'est pas un gars qui se porte en attaque. Il est rentré comme dans du bas. Il rate son tir. Puis il précipite son shoot, ce qui a surpris Wolf quand même. Parce qu'un bon joueur, Romagnosi, il fait encore gris. Ouais. Et là, il lance alors que Wolf, il surprend le gardien parce que c'est pas vraiment un bon jeu offensivement. Et voilà, c'est comme ça. On avait parlé d'une fin de soirée un petit peu prématurée pour un des top scorers. On va voir ce qui s'est passé. Vous allez voir Stransky le long de la bande assommer Thibaut Frossard. Coup d'épaule dans le visage. Frossard va quitter ses coéquipiers un instant avant de revenir ensuite plus tard dans le match. Jérôme, impardonnable ce genre de... Non, incompréhensible. Bon, déjà, il y a eu la suite est plutôt positive. Frossard est revenu au jeu et c'est le plus important. Et c'est vrai que ce geste, je le dis et je le répète, je peux pas concevoir que ça ait été fait consciemment. Impossible de comprendre le fait d'avoir cette intention-là. Je pense peut-être qu'il a eu un blackout pendant une seconde, ou je sais pas ce qu'il voulait faire. Mais ça rend quelque chose de pas très joli. Il joue pas le puck du tout. Il n'y a pas de stick on puck. Frossard est impliqué déjà dans une lutte le long de la bande. Bam, il arrive. Il est plus grand. L'autre est vulnérable. Et puis, il fait l'écart pour lui présenter l'épaule. C'est un geste qui est inutile. Regardez, sa canne est dans les airs. Là. Stransky, sa canne à la hauteur du plexi le long de la bande. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Bon. Il va pour... Ça, c'est une suspension. Ça, c'est bien pire que Bachhoffner. On s'entend.
Aucun doute. Aucun doute là-dessus. Directement au visage. Heureusement, il n'est pas commotionné, il est revenu. Bon, des fois, c'est après que ça arrive. Mais ça mérite clairement une suspension. On était tous d'accord. On a dit quoi durant le match? On a eu le temps de changer d'idée. Toi, tu avais dit... Moi, j'avais dit 3. Tu restes à 3? Je reste à 3. Ah, j'ai dit 5. C'est 5? Moi, j'ai dit 2, mais je pense que ça va être plus que 2. Je ne vais pas dire comme toi, je pensais plutôt 3. Je vais dire 4. Parce que ça, c'est Boson, pas Kevin Boson, Tim Boson, voilà, il y en a 3. Boson avait fait un geste comme ça quand il jouait à Genève Servette contre Sal Mella, un étranger de Bienne, il y a quelques saisons. Directement comme ça, devant le banc de pénalité, les 2 bras directement au visage. Il ne peut jamais jouer le puck avec un certain élan. Il avait eu 4. Avec les mains. Ouais, c'est pas avec les mains, c'est avec l'épaule. Avec l'épaule. L'épaule? L'épaule. Plus que le coude. Il fait un écart vraiment pour aller le chercher contre la tête. Il est vraiment Ce qui est assez violent, c'est de voir l'effet de la tête là, qui part directement. Ça, c'est la plus belle définition d'une charge contre la tête. Justement, la révision. C'est ça à montrer dans tous les cours d'arbitre. On va parler pour lui. Alors, combien? 5. On reste sur le même. 3. Moi, je change d'idée. 4. On va la regarder encore, encore une ou deux fois. Et puis Stéphane va demander 8 matchs, je pense. Mais ça, c'est un phénomène. Regardez, ça, comme arbitre, je peux vous dire, j'ai regardé des milliers de vidéos. Et plus tu la regardes, plus tu la trouves. Plus elle est moche. Plus elle est moche. Plus tu trouves des raisons d'incriminer le gars. Ça, je vous le garantis. Et puis, il y a une chose aussi, peut-être, c'est Stransky, on s'en souvient, il avait donné un petit coup de crosse bien solide dans le dos de Genadzi. Est-ce qu'on commence à, comme arbitre peut-être, à avoir toujours un œil sur cet homme-là? Ben oui, parce que on commence à connaître les arbitres commencent à connaître les bonhommes. Donc, il y a des joueurs comme ça, surtout au système à 4, c'est plus facile d'avoir un radar. Parce qu'il y a des joueurs que tu sais que quand il est sur la glace, tu dois toujours savoir où il est sur la glace. Parce que tout à coup, il apparaît puis il fait un petit coup. Donc là, peut-être que lui, il est facile à repérer du radar parce qu'il est grand. Il est tout en jaune. Hein. Il a tout en jaune. Donc, c'est plus facile. Voilà, tout jaune. Parce que Bromé, on le rappelle, le top scorer habituel est blessé jusqu'à fin février, après la pause des Jeux Olympiques. Encore une image de ce match entre Ajoie et Davos. On va voir Fortier prendre un puck en plein visage. Un puck décoché par son propre coéquipier, Phil Michael DeVos. Là, depuis la bande, il veut faire la passe à travers. Il ne voit pas que Fortier arrive. En plein dans la face, comme on dit, hein, Jérôme? Ah, c'est les aléas. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est la faute à pas de chance. Sur le nez, ouais. Je pense que DeVos, c'était clairement pas son intention là-dessus. Je pense que c'est cassé. Malheureusement, j'imagine que le nez est cassé là-dessus. Ouais, en tout cas, il est pas revenu au jeu, Maxime Fortier. Par contre, le jeu, lui, a continué et Ajoie a trouvé les ressources pour revenir à 1 partout sur un joli set play en power play. C'est Jérôme Gauthier-Leduc qui marque, Alain, d'un bon coup de poignet là. Ouais, c'est un bon engagement gagné par Devos. C'est un magnifique shoot. Et puis le gardien, il a été un peu surpris. Il n'a pas eu le temps de réagir. Mais c'est un joli set play. Corvi s'est fait subtiliser le puck facilement l'engagement. Ça a été gagné clean par DeVos. Hein. Corvi qu'on a vu plusieurs fois ce soir dans le trouble au niveau défensif, autour de son but. Et puis on va quand même voir un but de Prassel, 2-1, qui va crucifier le HC Ajoie à un peu plus de 5 minutes du terme. C'est un petit peu à l'image de la saison. Quand ils tiennent, le HCA, Jérôme, finalement, il y a toujours quelque chose qui cloche. Et ça casse à la fin. Là, ça se joue à peu de choses. Voilà, c'est un mauvais changement. Il y a une passe rapide en zone neutre là, qui laisse Prassel arriver face à Wolf directement. Et il décroche un super tir deuxième poteau. La passe est sublime. La passe est très belle. Passe de 40 mètres, hein, sérieusement. Et puis là, c'est vraiment un mauvais changement. Je pense que on se disait tout à l'heure qu'on entendait Gary jurer depuis ici. On a pu imaginer que... mais ça fait mal, hein, sous le casque. Là, à Ajoie, ça fait un petit moment. Et ils tiennent une équipe comme Davos jusqu'à cette dernière période. Passer la moitié de la dernière période et ils se prennent un goal comme ça. Ça s'est équilibré, en tout cas, ce qu'on a vu. Là, c'est, au niveau des tirs, c'était 30-30 à quelques secondes de la fin. Donc, ça a été un match relativement équilibré. Là, c'est pas une histoire où ils ont dominé. Là, ils auraient peut-être mérité mieux, je pense. Autant la victoire de Ajoie la dernière fois contre Davos était... pas forcément mérité. Voilà, autant ce soir, c'est dommage pour eux. Ils méritaient mieux. Il méritait mieux. On va écouter une réaction au terme de cette partie, celle de l'unique buteur jurassien, Jérôme Gauthier-Leduc, qui répond à notre journaliste Régis Cerf. Gauthier, à l'heure de l'analyse, on se dit qu'il n'a pas manqué grand-chose au HC Ajoie. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour gagner cette rencontre? C'est sûr qu'on le dit depuis plusieurs parties, là, être opportuniste.
Mais ça revient, on a pris quelques poteaux. L'avantage numérique, c'est sûr qu'on peut s'améliorer, mais je pense qu'en général, on a livré une belle performance. C'est vrai que c'était pas du tout le même HC Ajoie par rapport au match de Zurich il y a 3 jours. Non, on voulait en plus livrer une belle performance devant nos partisans. Surtout, c'est la dernière partie de l'année, juste avant Noël. Donc, on a tout donné, mais on est revenu encore un peu court. De votre côté, un but qui est le premier depuis votre retour. J'imagine, même s'il n'y a pas la victoire, ça c'est un point qu'on ne peut pas oublier, qui est plutôt positif. C'est sûr que ça fait du bien scorer, surtout devant les partisans. C'est sûr que c'est le fun, mais il va falloir que chacun en donne un petit peu plus. Je pense que moi en premier pour essayer d'aller chercher une victoire. Merci bien. Aller chercher une victoire, ça c'est un objectif qu'Ajoie pourrait peut-être réussir à atteindre au retour de la pause de Noël. Il nous reste un match à aller voir, c'est le match entre Zurich et les Langnau Tigers. Si vous prenez les effectifs sur le papier, Zurich devrait dérouler. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé puisque Weber d'un côté et Pounenovs de l'autre ont tenu la baraque assez longtemps et c'est finalement Pesonen, le Finlandais, sur une superbe passe de Keijo Weibel, lui aussi finlandais, mais qui a aussi le passeport suisse. Vous le voyez, entrer dans la zone là, en arrière, et puis aller battre Weber comme ça. Ah là, ça c'est le genre de but qui a le saut de la classe. Hein. C'est ça, pour avoir joué avec lui pendant 2 ans dans la même ligne, connaît le talent de Pesonen et puis il est capable, et là c'est un magnifique goal. Et ce qu'il faut se dire, jusqu'à ce moment-là, Zurich avait vraiment dominé les débats, n'arrivait pas à marquer, et Langnau fait un contre et il marque. Ça a pesé un peu, je pense, pour la suite de la rencontre pour les Zurichois. C'était le 16e but déjà de Pesonen. Ensuite, c'est Kenville qui va réussir à égaliser. Ceci à la 28e minute sur une passe d'Azevedo qui en est à ce moment-là à son 11e point en 8 matchs. Kenville, Jérôme, ça c'est un homme qui est en train de se révéler et qui pourrait être très important pour la fin de saison à Zurich. Oui, et on sait à quel point il faut se méfier de cette équipe. Plus les temps importants arrivent, plus en général il développe un bon hockey. Là, sur cette action, il arrive à contrôler un peu qui est sautillant. Il bat son défenseur, il n'arrive pas à le mettre au fond au premier essai. Et il continue malgré un angle un peu fermé, ça rentre. Et puis là, il y a un homme qui va aller beaucoup trop vite pour Guggenheim, c'est Andrighetto. Vous le voyez, le signe de l'arbitre, Stéphane, penalty. Penalty, ouais, par derrière. Donc il était légèrement par derrière, balance sa canne, fait trébucher. S'il n'y a pas touché au puck, s'il avait touché au puck d'abord, ça aurait pas été un penalty. Et Andrighetto s'élance. Entre les jambières de Pounenovs, quand on a l'expérience d'Andrighetto. Alors, voilà, on a toujours une chance de manquer, ces pénaltys, on le sait bien, mais là, aucune chance pour le gardien de Langnau. C'est 2-1 pour Zurich. On jouait là la 35e minute. Et puis, après la pause, 45e, Langnau va réussir à égaliser avec un tir pris dans un angle. Alain, tu verras, absolument pas impossible puisqu'il a marqué. Mais on se dit que pour un gardien... Encore, short side au-dessus de l'épaule. Les gars, on en parle depuis le début de l'année. C'est ça. Regardez, la technique, il va descendre. Regarde, Weber, c'est un angle fermé. Il va descendre comme by the book. Là, c'est la page 1 du manuel des gardiens. Ah, j'aime bien ces goals-là. Et là, on nous dit que le gardien a fait juste. Et puis alors c'est la nouvelle technique. Il faut donner crédit à... Exactement. La nouvelle technique de baisser un genou comme ça. Néanmoins, même en baissant un genou, il y a quand même pas beaucoup d'espace. Il joue la moyenne. Extraordinaire. Mais les joueurs, ils le savent. Puis ils visent systématiquement là sans regarder. C'est automatique. Le seul moyen d'arrêter, c'est avec la tête. Si tu joues comme ça, il a pas osé. Ouais, bon, effectivement, il a peut-être pas osé, mais bon, c'est pas forcément tout ce qu'on lui demande d'arrêter des pucks, pas forcément avec le casque. Mais les anciens, là, si le gardien reste debout, il arrive rien. Hein? Non. Ah non, mais ils shootent pas les joueurs si le gardien reste debout. Et là, ils prennent leur chance et ils ont raison, parce que c'est clairement pas la première fois que ça arrive. Ouais. Et ça donne des goals absolument super. C'est magnifique, mais les joueurs le savent, c'est comme automatique. Sans regarder, ils savent que le gardien, dans cet angle-là, il descend, il peut mettre le puck au-dessus de l'épaule. C'est notre histoire à suivre toutes les semaines. Toutes les semaines, on en a un, au moins un. Et puis, Langnau va réussir donc à arracher un point au Hallenstadion, à pousser les Zurichois jusqu'en prolongation. Et en toute fin de prolongation, c'est Kenville, sur une passe d'Azevedo, 2 hommes qu'on avait déjà trouvés sur le 1 partout, qui va sceller le score final et offrir un 2e point
à Zurich. Un deuxième point qui doit faire du bien à Rikard Grönborg, hein, qui a un peu chahuté Alain Seyton sur le bon Zurichois. Oui, parce qu'avec l'effectif qu'il a, l'équipe qu'il a, il doit faire... Zurich doit être clairement mieux classé que où ils sont maintenant. Et puis... Est-ce qu'ils avaient assez de temps, les gars, vous croyez? Ouais, c'est ça que j'étais en train de me regarder. Je crois qu'ils n'en pouvaient plus. Hein. C'est incroyable. Ils étaient où? Les autres, ils n'étaient même pas dans l'écran. Hein. Non, ils arrivaient plus à revenir. 3 contre 3 comme ça, il y a toujours un 2 contre 1 qui se décide très rapidement. C'est vrai que si ça fait 30 secondes qu'on est sur la glace, les autres pour revenir, ça devient compliqué. Et Azevedo, il a attendu, il l'a passé entre les patins puis la canne. La passe était tendue, bien Mais ça doit leur faire du bien parce que contre Langnau, ils ont rarement du succès, Zurich. Et là, au moins, ils arrivent. C'est 2 points, c'est pas 3. Hein? Langnau qui a toujours... avec l'entraîneur du côté de Langnau aussi, qui est chahuté pas mal dans certains médias. Jason O'Leary. Voilà. Après, c'est difficile de faire mieux avec son équipe. Hein. Ah, je suis d'accord, mais c'est toujours la même chose. Hein. Tu sais, il faut que tu gagnes. T'as beau dire aux gens, regarde à la joie, là, je m'excuse, avec l'équipe qu'ils ont, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux? On parle quand même de Gary Sheehan. Qui c'est qui pourrait faire mieux? On en parle différemment. On parle de lui peut-être pour être. De rester dans l'organisation, voilà, son message passe peut-être plus, etc. Ça, c'est le grand classique. Hein? Bob Hartley disait tu peux tourner ça comme tu veux, comme entraîneur, il faut que tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, peu importe l'équipe, tu as la pire équipe au monde. Si tu ne gagnes pas, il y a quand même quelqu'un qui va dire ouais, mais quand même, il y a quand même quelque chose à dire. C'est juste, les gars? On peut pas te donner tort, mais moi, pour moi, c'est des discussions qui n'ont pas lieu d'être. Parce que quand on voit les équipes qu'ils ont contre des équipes contre qui ils jouent, ce soir, il n'y a pas photo entre Langnau et puis Zurich sur le papier. Ouais, c'est ça. Le vainqueur, il est presque déjà connu avant le match. Et pourtant, ils arrivent à tirer un point. Voilà, c'est la beauté du sport qui fait ça. Mais tu peux pas dire parce que tu perds contre Zurich ou des équipes qui sont clairement au-dessus de toi que c'est la faute du coach. Et trouvez-moi quelqu'un qui fait mieux. Ben... C'est ça. T'es aussi fort que en général, tu es aussi bon que les joueurs que tu as devant toi. Hein? Ouais. Non? Bah oui, sûrement. Oui. Mais... Et puis, on verra peut-être. Hein, la courbe de forme de Zurich va plutôt dans le bon sens en direction de la fin de la saison. On risque peut-être de les retrouver encore un peu plus tard en avril, cette équipe-là. Il nous reste maintenant à se tourner vers la récapitulation des résultats de cette soirée de National League. Ajoie Davos 1-2, la victoire de Lugano 5-1 contre Lausanne, Zurich qui bat Langnau en prolongation 3-2 et Genève Servette qui va trouver 3 points bienvenus sur la patinoire du champion au classement. Gotteron, ça ne bouge pas. On savait qu'il finirait en tête à Noël. On regarde Zurich 6e, Bienne est aussi dans le top 6. Pour Lausanne et Genève, ça va être la lutte pour les pré-playoffs s'il n'y a pas d'amélioration. Et Ajoie, avec 18 points, ferme toujours la marche avec 18 points en 34 matchs. Restez avec nous, on va encore parler hockey tout à l'heure pendant un petit moment. On va occuper dans le Back Check le Talk, on va s'occuper des juniors M20, le championnat du monde qui arrive tout bientôt et on va parler aussi des incidences du classement aujourd'hui sur la fin de la saison. On se retrouve tout de suite. Ou alors si là.